3 Français sur 4 ont passé au moins une commande sur Internet au cours des 12 derniers mois. Le champion toute catégorie de ce commerce électronique mondial, c'est Amazon, qui expédie des milliards de colis chaque année aux 4 coins de la planète. La recette de son succès? Des prix compétitifs bien sûr, mais surtout une machine logistique redoutable. Chez Amazon, on est une entreprise qui est très centrée sur l'innovation. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre histoire. On est très centré sur la technologie et on regarde vraiment comment mettre la technologie au service du client ou de nos opérations. Le but de toute cette innovation, livrer ses clients toujours plus vite. Et pour y arriver, au cœur de son dispositif, des bâtiments gigantesques qui s'étendent sur des hectares. Comme celui d'Ony, situé à 11 km au sud de Metz. Avec ses 200 000 m², il est le plus grand centre de distribution d'Amazon en France. Ouvert 24 heures sur 24, 4000 personnes sont les témoins privilégiés d'un balai permanent où tout, absolument tout, est encadré par l'intelligence artificielle. Amazon ne serait pas le même Amazon sans intelligence artificielle, c'est sûr. Une technologie plus que nécessaire pour gérer près de 30 millions d'articles stockés dans des étagères en mouvement. Il y en a environ 16 000 par étage, et sur 3 étages, 50 000 au total. À l'intérieur, tout s'y mélange. Vous allez trouver la cosmétique, des produits high-tech, des produits d'entretien. Une bouteille de shampoing, un livre, une fourchette. Des pâtes avec des couches, avec des CD ou des DVD, avec du matériel informatique. Toutes sortes de produits. Les étagères évoluent au cœur d'une zone interdite au public. Elles se déplacent d'une façon totalement autonome vers les opérateurs grâce à 3900 robots. Une goutte d'eau pour le géant américain. Quand on prend Amazon à l'échelle internationale, c'est plus d'1 million de robots, ce qui fait d'Amazon le plus grand opérateur et constructeur mondial de flotte de robots mobiles, avec effectivement plus d'1 million de robots en action dans l'ensemble de nos entrepôts. Pour ses besoins uniques, la marque développe ses propres robots dans 3 laboratoires de recherche et d'innovation. Ces laboratoires reçoivent les besoins, les problèmes ou les exigences de nos opérateurs et ils traduisent ces problèmes en solutions. Quels sont les secrets du géant du commerce électronique mondial pour promettre et tenir des délais de livraison en 24 heures? Comment fonctionne la logistique au cœur d'une de ces nouvelles cathédrales de la consommation? Et comment la technologie et l'innovation offrent aux plus visionnaires la possibilité de réinventer des modèles qu'on croyait figés? Plongez au cœur des entrepôts robotisés d'Amazon. Dans la banlieue d'une grande ville, à l'image de milliers d'autres villes, les parents d'Oscar, 3 ans, profitent de leur samedi pour faire quelques achats. Alors, il nous faudrait un gaufrier amusant. Depuis leur canapé, tout commence en ouvrant leur ordinateur. Ça, c'est quoi, ça? Alors, tu l'as en rose, en jaune ou en bleu? Peut-être en bleu, c'est mieux. Entre admiration pour cette magie technologique bon marché et l'inquiétude que suscite le commerce électronique pour ses effets sur l'emploi, l'environnement et le dynamisme des centres-villes, Amazon arrive à s'imposer tranquillement et comme une alternative durable dans les habitudes des Français. Maintenant, avec un enfant, on n'a plus le temps de parcourir toutes les boutiques pour trouver le truc qui nous convient ou juste un achat un peu opportuniste. C'est quand même très pratique de se faire livrer à la maison et de choisir la référence qui va nous permettre de trouver l'objet qu'on cherche, quoi. Un petit livre d'histoire. Attends. Pour séduire un public toujours plus grand, le succès de ce géant du e-commerce mondial repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le choix. Vous savez qu'en ligne, contrairement à ce que vous pouvez avoir dans un magasin physique, nous n'avons pas de contraintes d'étagère
où ranger les produits et qu'on a la possibilité d'offrir une largeur d'offre extrêmement large. 5 minutes, on trouve 5 minutes pas mal. Le résultat, une offre quasi illimitée. Par exemple, on a fait des meubles chez nous et puis on cherchait des roulettes pour que nos meubles roulent. Et en fait, sur Amazon, taper roulettes, il y a 4000 références. Donc il y a vraiment un catalogue qui est infini, quoi. Et ça, c'est vrai que il n'y a aucune boutique qui peut rivaliser avec ça, quoi. Ok, ça te plairait ça, Oscar? Oh là là, c'est quoi ça? On prend? Le deuxième pilier, ce sont les prix. Très compétitifs et maintenus bas grâce à une concurrence en ligne toujours plus féroce. Alors, je pense que ce serait bien de rajouter un petit saxo en plastique. Saxophone enfant. Au fil des années, pour devenir l'acteur majeur qu'il est aujourd'hui, Amazon a aussi développé une expertise qui lui est propre. Oui. Allez, ajoutez au panier. Et puis enfin, il y a une chose qui est très importante, qui fait que les gens reviennent souvent, c'est que la livraison que nous réalisons, on sait dire exactement quand et comment le produit sera livré. Et donc, on a une fiabilité de livraison qui est très très importante, ce qui donne confiance aux clients de revenir aussi sur notre site. Et c'est ça qui fait le succès essentiel d'Amazon en France. Bah déjà, on voit quand est-ce que ça arrive. C'est le troisième pilier, la logistique qui entoure la livraison. Son moteur principal, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle qui fait toute la différence. Dès que vous arrivez sur le site Amazon, la première page, la page d'accueil, on va vous faire de la recommandation. La recommandation, c'est de l'intelligence artificielle. Indissociable du géant américain, AWS, pour Amazon Web Services, est une infrastructure numérique qui pilote toute la logistique de la marque grâce à de l'intelligence artificielle. Pour vous faire la promesse d'une livraison le lendemain, on va regarder différents facteurs, tels que votre adresse, la disponibilité des produits dans les entrepôts, la disponibilité des transporteurs, si on a déjà beaucoup de commandes dans les entrepôts, si on a des périodes de fermeture prévues aussi. Ça peut paraître simple conceptuellement, mais c'est plusieurs centaines de paramètres différents qui vont rentrer en ligne de compte pour nous pour être capable d'effectuer ce choix précis. On a le saxophone, on a les histoires et l'appareil à gaufres. Allez, c'est parti. Une fois la commande réglée, une véritable course contre la montre démarre. L'objectif, réussir à livrer la famille dans les temps promis. Et pour cela, l'enseigne dispose d'un réseau national très dense qui lui permet d'être au plus près de ses clients. On a plus de 35 sites, des sites qui sont des agences de livraison, donc qui vont assurer la livraison du dernier kilomètre dans les régions. Et on a aussi des sites logistiques de stockage et de préparation de commandes. On en a 8 de taille importante qui sont répartis un peu partout en France. Un maillage territorial à la hauteur des ambitions du géant américain pour livrer toujours plus vite. En ce sens, Amazon a récemment bousculé le monde du commerce électronique mondial en inventant un concept révolutionnaire dans la gestion de ses centres de distribution. Des entrepôts robotisés. Actuellement, il y en a 3 en France. Celui de Brétigny-sur-Orge, proche de Paris. Celui de Beauvais, proche d'Amiens. Et celui d'Osny, ETZ2, situé à 11 km au sud de Metz. Ici, les robots sont partout. Ouvert en 2021, c'est le plus grand site d'Amazon en France. Construit spécialement pour accueillir des milliers de robots, il couvre une superficie de 200 000 m². Un peu plus que la surface totale du Stade de France, mais répartie sur 4 étages. En venant implanter la robotique dans ces entrepôts construits en hauteur, on est capable de réduire l'espace au sol de 40 à 50% par rapport à un entrepôt traditionnel. Donc finalement, on est capable de proposer plus d'articles à nos clients, donc une meilleure sélection, avec moins de place au sol, donc finalement un impact environnemental qui est aussi meilleur. Le rez-de-chaussée du super entrepôt, qui correspond au niveau 1 chez Amazon, est dédié à toute la logistique. 50 000 m² pour assurer l'emballage, le routage et l'expédition des colis, mais aussi accueillir la marchandise qui arrive de l'extérieur, pour renouveler le stock.
Pas moins de 20 quais sont dédiés à la réception des articles. Ici, l'automatisation est partout, même pour décharger un camion. L'idée, c'est d'optimiser au maximum le remplissage de ces remorques. Et nous, grâce à l'intermédiaire de convoyeurs qui vont s'étendre et vont directement dans les camions, ensuite, on va être capable de décharger ces camions pour permettre à l'ensemble de ces cartons d'aller directement vers nos lignes de réception. En plus de faire gagner beaucoup de place dans les remorques, ces 3 convoyeurs font aussi gagner énormément de temps par rapport à de la manutention de transport classique, faite sur des palettes de bois. Et là, on coupe toute l'étape qui est décharger la palette, la mettre à un endroit, ensuite revenir, la reprendre et la mettre sur la ligne logistique. On gagne près d'une heure et demie pour l'ensemble de ces colis qui arrivent. Tous les produits qui arrivent sur ces quais ne sont pas la propriété d'Amazon. 60% d'entre eux appartiennent en fait à des vendeurs partenaires. C'est ce qu'on appelle la marketplace. Je suis un marchand français et je veux vendre mes produits sans avoir nécessairement un circuit commercial ou un circuit de communication. Je peux ouvrir un compte de vendeur tiers sur Amazon.fr, sur la marketplace, et je peux mettre en ligne mes produits et les vendre partout en France. Chaque année, 100 millions d'articles appartenant à 16 000 entreprises françaises sont expédiés à leurs clients à travers la logistique d'Amazon. Ils nous envoient leurs produits, ils ont la visibilité du site Amazon.fr pour nos clients. Et nous, on s'occupe de toute la partie mise en stock de ces produits, prélèvement, emballage, expédition vers le client final. L'année passée, rien qu'à l'export, ces entreprises françaises ont réalisé un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. S'il est proche, leurs articles arrivent sur un des sites de distribution comme aujourd'hui, ou alors ils sont envoyés au site de Senlis, qui les concentre et les répartit ensuite sur tout le territoire pour mettre l'inventaire au plus près de ses clients. Donc si on reçoit directement de nos fournisseurs, on va recevoir des cartons. Et sinon, on va recevoir ça dans un autre type de conditionnement qui sera un petit peu notre conditionnement Amazon, qui sont des bacs en plastique qu'on va utiliser sur l'ensemble de notre chaîne logistique. Bonjour. Pour accéder à la chaîne logistique de l'entrepôt robotisé, tous les articles doivent pouvoir tenir dans un de ces bacs en plastique appelés TOT par les équipes, ce qui signifie fourre-tout. De taille unique, c'est l'unité de transport du site. Si les produits arrivent dans des cartons, ils doivent d'abord être transférés dans ces TOT et passent donc obligatoirement par la réception. Les cartons arrivent via un convoyeur automatique directement sur ces postes de travail. Et en fait, sur ces postes de travail, on va faire la première étape de ce qu'on appelle contrôle de la marchandise. On ouvre l'ensemble des cartons, on vérifie que le nombre d'unités qu'on a dans chacun de ces cartons correspond à ce qu'on a commandé à nos fournisseurs ou à nos vendeurs indépendants. Une fois qu'on a contrôlé cette partie-là, on va les mettre dans des bacs plastiques qu'on va ensuite faire partir vers les étages pour qu'ils soient mis en stock. Une fois vidés, les cartons repartent sur un convoyeur aérien vers des compacteurs pour être recyclés. Pièce centrale de la logistique, le destacker est alimenté en continu avec des piles de TOT qui arrivent ensuite automatiquement au niveau de l'opérateur. Sur ce poste, tout semble étudié pour lui amener le maximum de confort. Alors, il y a 5 ans, quand je suis rentrée chez Amazon, en fait, c'était beaucoup plus manuel. Et petit à petit, on nous a permis de travailler dans de meilleures conditions parce que du coup, vous avez des petites billes. Le carton, franchement, il glisse dessus. Peu importe qu'il soit lourd ou pas, franchement, on sent moins le poids. Une fois pleine, la TOT, qui pèse environ 15 kg, est envoyée sur un convoyeur équipé de capteurs et de caméras sur toute sa longueur. Grâce à ce système de convoyeur, on est capable de suivre en temps réel où se situe un colis ou une unité dans l'entrepôt. Alors que si on le déplaçait via un petit chariot, il y a par moment, on ne saurait pas dire si le chariot est plutôt
à une partie du rez-de-chaussée ou de l'autre côté du rez-de-chaussée. Ici, le réseau des convoyeurs représente 23 km, la distance d'un semi-marathon. Après l'étape de la réception, les bacs filent ensuite vers la mise en stock, la partie la plus impressionnante de cette logistique, qui occupe 3 des 4 étages du site de Metz. Chaque étage représente une superficie de stockage de 40 000 m². C'est l'équivalent de 6 terrains de football, 120 000 m² de surface au total. Pour accéder à ces étages, les TOT empruntent des convoyeurs en spirale. Il y en a 3, un par étage. Entre les murs du centre de distribution d'Osny, on pourrait stocker au maximum de sa capacité jusqu'à 30 millions d'articles. Pour les gérer, la notion d'entrepôt robotisé prend ici toute sa dimension. On a souvent en tête un entrepôt logistique comme un grand supermarché avec des allées, des rayonnages où on va se balader avec un petit chariot pour aller prélever ou mettre en stock des articles. Dans un site de distribution classique, ce sont les opérateurs qui se déplacent jusqu'aux produits, bien rangés dans des étagères pour constituer des commandes. Mais ici, le concept a été complètement réinventé. Au lieu d'avoir des employés qui vont faire des dizaines de kilomètres chaque jour pour aller chercher les produits dans les différentes étagères en fonction de là où sont positionnés les produits dans l'entrepôt, on a décidé de renverser le modèle. Derrière ces grilles, dans une zone interdite appelée Robotic Floor, c'est maintenant une armée de 3900 robots qui est au service des opérateurs. Donc les robots vont porter les petites étagères dans lesquelles sont rangés les produits et les amener au poste de travail plutôt que l'employé à se déplacer, ce qui va permettre de limiter les déplacements et de permettre à l'employé de se concentrer sur la tâche à plus forte valeur ajoutée qui est de vérifier que le produit est en bon état et le préparer. Situés en périphérie de la zone robotique, les TOT arrivent maintenant sur des stations de mise en stock comme celle-ci. Sur l'ensemble du site, il en existe plus de 200. Dans chaque bac, on a des articles d'une certaine taille. En fonction de la taille des articles que vous avez dans vos bacs, le système va vous amener des étagères qui correspondent à la taille des articles. C'est dans ces étagères jaunes, qui arrivent automatiquement devant l'opérateur, que les articles sont rangés manuellement et un par un. Mais ici, la technologie n'est jamais très loin. Chaque fois qu'on va scanner un article, et là, le système va nous aiguiller avec à la fois des cases illuminées en violette pour nous dire qu'à cet endroit-là, on n'est pas censé stocker ce type d'article. Et à la fois, on va avoir des cases qui, à l'inverse, sont illuminées en blanc. Et là, c'est typiquement le système qui nous indique dans cette case-là, il y a plus de place. Comme on connaît à la fois la taille et le volume des articles, on sait dire dans quelle case on a plus ou moins de place. Et le système va permettre de nous guider en nous indiquant ces cases de façon plus illuminée. Au final, les employés sont complètement autonomes et donc ils ont le choix de l'endroit où ils vont pouvoir stocker leurs produits. Donc nous allons les guider, les aider, les augmenter en termes de travail, mais le choix final est complètement à la main de l'employé. Une mise en stock qui semble un peu instinctive, mais pour autant, grâce au mouvement des bras de l'opérateur, le système n'est jamais perdu. Automatiquement, des algorithmes d'intelligence artificielle, alors qui sont ce qu'on appelle le computer vision, de la vision assistée par ordinateur, vont savoir dans quelle case l'employé a stocké le produit et pouvoir mettre à jour en temps réel nos informations de stock qui nous disent ce produit est stocké dans telle case de telle étagère. Au final, des articles parfois très différents se retrouvent mélangés à l'intérieur d'une même case. La gestion du stock chez Amazon, c'est quelque chose qui est très spécifique à notre entreprise. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver les téléphones avec les téléphones, les livres avec les livres et les chaussettes avec les chaussettes. On va stocker le stock de façon aléatoire. Le rangement aléatoire pour retrouver plus rapidement les articles commandés par ses clients, c'est la grande révolution logistique d'Amazon. Le cœur de l'entrepôt abrite entre 3 et 4 millions de références pour un total de 30 millions d'unités.
Elles sont disposées dans plusieurs étagères, réparties en plusieurs endroits de l'énorme surface de stockage de 120 000 m². Si on avait une étagère pour les jeux de société, une étagère pour les crèmes solaires, une étagère pour les livres, on devrait appeler 3 étagères pour remplir cette commande. Donc finalement, on a compris en analysant l'ensemble des commandes de nos clients que l'algorithme et le meilleur type de rangement, c'était de ranger par probabilité de commande et par taille et non plus par catégorie de produits. L'objectif est de gagner toujours plus de temps sur la livraison. En répartissant quasi aléatoirement les produits au sein de l'entrepôt, on va avoir de grandes chances d'avoir à tout moment une étagère qui a un des produits qui a été commandé, qui va se trouver non loin d'une des stations dans lesquelles on va pouvoir prélever les produits pour les expédier. Cette méthode de stockage aléatoire n'a pas été développée spécifiquement pour les sites robotisés. Elle est également utilisée depuis très longtemps dans les entrepôts traditionnels. La faute à un jeune sorcier anglais. Au moment de la sortie d'Harry Potter, donc on est au début des années 2000, Amazon avait des entrepôts qui étaient rangés assez classiquement par catégorie de produits et par référence. Il y a eu tellement de demandes du livre Harry Potter que finalement nous avions beaucoup d'employés qui étaient coincés à s'attendre les uns les autres pour pouvoir aller chercher les produits et répondre aux demandes de nos clients. Plus de 25 ans après la sortie du livre, le géant de l'e-commerce mondial a eu le temps d'affiner sa méthode et son algorithme pour répartir au mieux ces articles à l'intérieur de la zone robotique. Pour savoir un petit peu comment on calcule la probabilité, alors on utilise l'intelligence artificielle, on va étudier un petit peu les commandes que peuvent passer nos clients et quel type de produits sont plus souvent commandés ensemble. Et en fonction de ça, on va émettre des recommandations pour la mise en stock qu'on va effectuer après au sein de nos entrepôts. Pour appréhender toute cette technologie hyper moderne développée par le géant américain, il faut d'abord comprendre l'importance de l'intelligence artificielle dans tout le processus. Chaque clic d'un internaute, chaque article stocké dans une étagère, chaque horaire de transporteur, toute l'information entre la commande et la livraison monte dans un cloud. Elle y est analysée, croisée, compilée et redescend ensuite vers toute la chaîne logistique pour apporter les solutions les plus efficaces. Elle concerne tous les domaines, même la gestion du parc robotique. Les robots, il faut le savoir, sont complètement autonomes pour se déplacer au sein de l'entrepôt et aussi pour se charger. Et donc l'algorithme d'intelligence artificielle prend tout ça en compte pour être capable d'accélérer la capacité de livraison. Des robots en liberté qui transportent des étagères de plus de 700 kg et jusqu'à 17 km/h dans certaines allées rendent l'endroit particulièrement à risque. C'est pourquoi l'accès est extrêmement réglementé. C'est très dangereux d'aller sur la zone, étant donné que les armoires sont très lourdes et les robots font plus de 130 kg et ils avancent à une vitesse assez rapide. Donc si une personne qui n'est pas équipée et pas formée rentre sur la zone robotique, ça peut provoquer un accident très grave. Chaque zone robotique correspond à une surface de 40 000 m² et abrite environ 16 000 étagères. Sur le site de Metz, il y en a 3 comme celle-ci. Pour contrôler et intervenir dans ces zones, les agents possèdent un outil très précieux. Voilà, ce que vous voyez ici, ça représente toute la zone robotique de cet étage. Et autour, toutes les stations, on a les personnes qui travaillent. Si on zoome un petit peu, vous pouvez voir toutes les armoires qui sont ici en bleu. Et en orange, nous avons les robots qui transportent ces mêmes armoires, qui les ramènent directement aux stations. Il faut une bonne raison pour pénétrer dans la zone robotique sans interrompre toute la production. Et de temps en temps, on reçoit des petites interventions sous forme de bulles. On a soit des articles qui sont tombés au sol, on a soit des robots qui sont défectueux, où il y a peut-être un article coincé en dessous. Et c'est notre rôle à nous d'intervenir sur cette zone afin de dégager les articles et permettre aux robots de circuler correctement et arriver à la station souhaitée. Donc c'est comme, on va dire, un jeu de Pac-Man géant, on va dire. Avant de franchir les grilles, l'agent doit s'équiper d'une veste connectée et de 2 modules à la ceinture qui lui permettent de communiquer avec les robots. Dans un rayon de 12 mètres, ils ralentissent à son passage. À 6 mètres et moins, ils s'immobilisent. L'agent doit aussi transmettre un itinéraire au système.
Si j'active ce chemin d'accès, tous les robots vont s'écarter du chemin. Après avoir réalisé mon chemin d'accès, j'ai juste à activer ma veste. Et dès que la lumière apparaît vert fixe, je suis libre de circuler sur la zone robotique en toute sécurité. Une fois à l'intérieur, des étagères jaunes, à perte de vue, serrées les unes contre les autres. C'est une forêt, et quand on prend l'entrepôt de Metz, nous avons plusieurs dizaines de milliers d'étagères dedans. Et il faut dire que c'est une forêt où les dizaines de milliers d'arbres bougent tout le temps. Au-delà de la collision avec une étagère en mouvement, un autre danger guette l'agent sur le terrain. Alors la zone robotique est un immense labyrinthe en mouvement et c'est en effet très facile de s'y perdre. Des armoires comme ça, il y en a à peu près 16 000 rien que c'est sur cet étage. Et comme vous pouvez voir, toutes les allées se ressemblent. Vous en avez des centaines des allées comme ça rien qu'à cet étage. Et du coup, c'est très facile de s'y perdre. C'est pour cela qu'il faut réaliser un test d'orientation au préalable avant de commencer la formation. Pour se diriger, les robots, bien qu'autonomes, sont guidés sur des chemins très précis. Comme vous pouvez voir ici, au sol, nous avons des petits QR codes qu'on appelle des fiduciales. Et c'est un repère pour les robots afin qu'ils puissent se repérer sur la zone. Alors les robots sont équipés d'une caméra en dessous et en passant au-dessus de ces fiduciales, peuvent se repérer dans l'espace. Et au moins, ils savent exactement où ils sont, s'ils doivent tourner, s'ils peuvent aller tout droit, s'il y a quelque chose qui bloque le chemin. Un système de guidage très fiable, mais qui peut rapidement être contrarié. Et voilà. L'obstruction en question, c'est un article qui dépasse et qui empêche le robot de passer. Des interventions comme celle-ci, il y en a 150 par jour et par étage. Je le récupère et je vais le sortir en toute sécurité. L'obstruction apparaît juste ici, en plein de notre chemin. Et ensuite, nous avons juste à l'enlever de notre tablette pour faire comprendre au robot qu'il n'y a plus aucun danger et qu'il peut circuler librement dans cette zone. Et l'article-là, je suis obligé de sortir avec, car on ne sait pas de quelle armoire il provient. Une autre équipe va s'en occuper et va le réintégrer au stock. Entre ces étagères, un agent parcourt en moyenne 20 km quotidiennement. Pour entretenir toute la mécanique de logistique, d'automatisation, ainsi que l'ensemble de ces robots, le site de Metz peut compter sur une équipe de maintenance de 90 personnes, divisée en 5 équipes, et qui se relaient pour travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En plus d'un atelier central, chaque étage possède une zone de maintenance robotique dédiée. Pour l'entretien des robots, c'est un peu comme une voiture, c'est-à-dire qu'il y a une maintenance annuelle qui est réalisée dessus. Donc on va avoir une liste de choses à vérifier, à nettoyer, et on va cocher ces cases-là. Et si le robot coche toutes ces cases-là, il peut repartir tranquillement. À l'inverse, toujours comme une voiture, si une pièce est défectueuse, elle sera remplacée. Ce qui confère au robot une durée de vie exceptionnellement longue. Nous, ici, ça fait 4 ans et demi qu'on est ouvert. Le tout premier robot, il est encore en train de tourner. Grâce à quoi? Parce que c'est un système de plug and play. Toutes les pièces sur le robot sont interchangeables. Donc dès que quelque chose est défectueux, on remplace et on le relance. Pour la révision annuelle d'un de ces robots, inutile d'aller le chercher. Donc là, je vais le déplacer dans l'espace, tout bêtement. Il suffit de le convoquer. Il va faire son petit chemin. Et puis il va venir devant nous. Il est là. Et de l'appeler par son petit nom. Donc ça, c'est Hercule. Qu'est-ce qu'on va avoir sur Hercule? On va avoir une caméra de détection à l'avant. On va avoir une caméra au-dessus qui va lire les QR codes des armoires, parce que chaque armoire a son QR code aussi. Et une caméra en dessous qui va lire les QR codes qui sont au floor pour pouvoir se déplacer dans l'espace. Ensuite, on a cette table élévatrice qui est ici, qui est pilotée électriquement. Donc elle va avoir la capacité de se lever et de tourner à 360 degrés. Développé par et pour Amazon,
Le secret industriel ne nous permettra pas d'en savoir beaucoup plus sur Hercule, ni pourquoi il ressemble à un aspirateur. Alors, il y a des similitudes pour avoir un robot aspirateur à la maison. Il y a des similitudes avec cette technologie, mais c'est pas encore pareil. Parce que le robot à la maison, il va scanner l'environnement et faire des allers-retours de nettoyage, alors que lui, il reçoit quand même des ordres de travail. Il remonte des défauts sur lui-même. S'il s'aperçoit qu'un de ces éléments est défaillant, il va le remonter. Et puis nous, ça va tomber chez nous dans un logiciel qui va nous dire attention, tel robot a tel problème, à vérifier, ainsi de suite. Les millions d'articles ne restent jamais très longtemps dans les étagères en mouvement qui se déplacent aussi vers les stations de prélèvement. Ces stations sont la première étape quand une nouvelle commande est passée. Sur l'ensemble du site, il y en a 114, presque moitié moins que celles dédiées à la mise en stock. Omniprésent dans le système, c'est toujours l'algorithme incorporé d'intelligence artificielle qui se charge d'amener la bonne étagère au bon endroit. Ici aussi, le travail des opérateurs est guidé. On a un petit écran qui va nous dire quel est l'article à prendre, où est-ce qu'il faut le prendre, donc dans quelle case de l'étagère. Et pour être aidé, on a à la fois la photo de l'article sur l'écran et à la fois une petite lumière blanche qui va nous flasher la case où il faut prendre l'article directement. Donc plutôt que d'avoir un employé qui va se retrouver avec 40 cases devant eux et à devoir chercher visuellement dans les 40 cases, on va leur mettre en lumière une case spécifique qui est la case dans laquelle se trouve le produit. Une seule case peut contenir jusqu'à 10 références. Lorsque le bac est plein, qu'il a atteint son poids maximum ou qu'un article doit être expédié, l'opérateur le fait partir. Mais ici, on ne va pas du tout rassembler les commandes. Les commandes, on va vraiment les rassembler à l'étape de l'emballage. Ici, on prélève des articles qui ont besoin d'être évacués dans la journée ou dans la nuit. Pour l'emballage, il faut changer d'étage. Retour au niveau 1. Les bacs empruntent alors deux flux. Celui pour les commandes qui ne concernent qu'un seul article et celui pour les commandes qui en comportent plusieurs. Pour ces dernières, via de nouveaux convoyeurs à spirale, les articles redescendent en vrac. Un à un et manuellement, une première étape consiste à les séparer. Un article pour un nouveau bac gris. Ce nouveau conteneur temporaire se dirige ensuite vers la ligne d'emballage multiple. Un endroit où les articles de plusieurs commandes pour plusieurs clients arrivent pêle-mêle. L'idée ici, ça va être vraiment de recomposer la commande finale de notre client. Donc on va prendre chaque article qui vient d'un bac gris, on va le mettre dans un petit casier. Et ce casier-là, il correspond à une commande d'un client qui a commandé plusieurs articles en même temps. Là encore, le travail des opérateurs est guidé. Donc à chaque fois qu'un bac arrive, vous allez prélever l'article et vous avez un petit écran qui vous dit dans quel casier vous devez mettre l'article. Et en plus de cet écran, vous avez une petite couleur qui s'affiche sur le mur pour vous dire là où vous devez le déposer. Quand une commande est recomposée, les articles sont poussés au fond du casier qui est ouvert et communiquent avec d'autres opérateurs pour l'étape suivante. On arrive ici sur une station d'emballage. Chaque personne qui travaille ici va se voir assigner une commande pour la préparer. Donc à l'aide de son écran plus de petites lumières, il sait dans quelle case il doit prendre les articles. Il prend le carton qui correspond le mieux à l'ensemble de ces articles réunis. Ensuite, il va chercher ces articles-là, il les ramène à sa station. Et ensuite, il va l'emballer et il va venir accoler une petite étiquette blanche qui est un numéro unique dont on va se servir un petit peu plus tard dans notre chaîne logistique. Comme leur nom l'indique, les 8 lignes d'emballage multiples du site de Metz sont destinées aux commandes contenant plusieurs articles. Quand elles n'en comportent qu'un, elles empruntent un autre flux, celui des commandes simples, un client, un article. Donc là, vous avez notre bac plastique avec différentes unités dedans.
qui arrive, lui, des étages. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre chaque article individuellement, le scanner, et au moment où on le scanne, le système va nous indiquer directement quel carton prendre. Depuis 2020, la marque américaine n'utilise plus de plastique pour ses expéditions. L'opérateur a donc à sa disposition 22 références d'emballage en carton ou en papier recyclé. Mais depuis peu, et dans un peu plus de 10% des cas, il n'utilise pas de suremballage du tout. Une volonté éco-responsable qui est partagée. On travaille avec nos fournisseurs et les vendeurs indépendants pour, que ce soit gagnant-gagnant, deux, les responsabiliser, parce que le fait de fournir un emballage d'origine qui permet d'assurer le transport, ça permet d'assurer quelque chose de plus écologique sur l'ensemble de la chaîne logistique. Et on a des fournisseurs, on le voit aujourd'hui, on a des grandes marques qui ont des emballages dédiés à la vente sur Internet et d'autres emballages pour la grande distribution. Au total, sur le site de Metz, il y a 280 postes dédiés à l'emballage. Parmi eux, il y en a 7 d'un nouveau genre. La toute nouvelle Smart Pack, qui signifie paquet intelligent, est une machine qui emballe automatiquement des articles uniques. Une petite révolution logistique, capable de traiter 500 colis par heure. Pionnier dans son domaine pour ses besoins uniques, le géant américain n'a pas d'autre choix que de créer ses propres outils. La plupart des innovations sont développées par Amazon Robotics en interne en ce qui concerne la robotique. Il y a 2 sites aux États-Unis et on a un site en Italie qui est spécialisé avec un laboratoire de recherche qui permet d'apporter aussi l'innovation et le savoir-faire européen pour cette innovation. Pour comprendre comment sont réfléchis les robots du futur, nous quittons Metz pour la ville de Vercelli, dans le Piémont, en Italie. Abrité au cœur de ce site Amazon, sur une surface de 6000 m², le laboratoire européen y développe des technologies robotiques et d'automatisation des emballages, alimentées par l'intelligence artificielle. Les 2 autres laboratoires se trouvent à Boston et à Seattle. Ces 3 laboratoires travaillent main dans la main avec des ingénieurs et des scientifiques du monde entier qui collaborent pour développer des nouvelles technologies et des nouvelles solutions pour nos employés. Ces laboratoires reçoivent les besoins, les problèmes ou les exigences de nos opérateurs et ils traduisent ces problèmes en solutions. Derrière ces cloisons, à l'abri des regards et dans le plus grand secret, se prépare l'avenir technologique de la marque. C'est ici qu'a été pensée la Smart Pack, la nouvelle machine à emballer intelligente. Démonstration avec l'un de ses créateurs. Un opérateur formé à l'utilisation de cette machine choisit un produit, scanne son code barre, l'insère dans la machine et il confirme. La machine imprime une étiquette et l'applique directement sur l'emballage. Nous avons donc maintenant un sac en papier qui a été scellé autour du produit et qui a les mêmes dimensions que celui-ci. Chaque emballage nouvelle génération permet de réduire son poids d'environ 26 grammes. À l'échelle des millions de colis envoyés chaque année, c'est considérable. De plus, le papier utilisé est 100% recyclable. Nous n'utilisons ni colle ni produits chimiques. Le papier est un substrat spécial qui permet de le sceller simplement en appliquant une pression et de la chaleur. Mais aucune colle chimique n'est appliquée pour créer le scellage. Cette technologie, très appréciée sur les sites logistiques, vient en complément des opérations classiques, car elle est destinée à des catégories de produits bien spécifiques. Nous utilisons cette machine pour mettre dans un sac en papier les produits qui ne nécessitent pas un niveau de protection très élevé. Par exemple, voici une éponge. Elle n'est pas fragile. Il suffit donc d'utiliser un sac en papier pour l'expédier. Au cours des 5 dernières années, le géant de l'e-commerce mondial a investi 750 millions d'euros en Europe pour le développement de nouvelles technologies.
Grâce à cela, 1000 nouveaux robots ont pu être déployés à travers le monde. Parmi eux, il y a bien sûr Hercule, qui déplace seul des étagères remplies d'articles, d'autres robots qui empilent des bacs automatiquement sur des palettes et qui rangent ensuite ces mêmes palettes. Il y a aussi des robots capables de disposer, sur un convoyeur, des colis dans le bon sens pour que les scanners puissent lire les informations contenues dans les codes-barres. Avant la robotisation, ces mouvements fastidieux ou répétitifs étaient réalisés par des employés. C'est ce que j'appelle généralement un écosystème d'autonomie assistée, ce qui signifie que les robots et les machines d'emballage deviennent des outils et des instruments permettant à nos opérateurs d'améliorer leurs activités, de les rendre plus sûres et plus faciles, tandis que nos opérateurs effectuent des tâches plus sophistiquées que seuls les humains peuvent accomplir. L'automatisation ne permet pas uniquement de soulager le travail des humains. Elle permet aussi d'offrir de la confidentialité pour les clients. Retour sur le site de Metz. Une fois que les commandes multiples et les commandes simples sont prêtes, il n'y a plus qu'à les expédier vers l'une des 200 destinations. Pour cela, chaque colis a besoin d'une étiquette de transport avec un nom et une adresse. Le réseau de convoyeurs va alors diriger les colis vers l'une de ces 7 étiquettes automatisées. À ce stade, ils ne sont identifiés que par un numéro sur une première étiquette de liaison. L'idée à l'emballage, en tout cas jusqu'à cette étape critique où là c'est une machine qui le fait, c'est de ne pas faire de lien entre les articles et le client. Parce qu'on est censé garder les informations de nos clients confidentielles. C'est pour ça qu'on vient le faire en automatique et vraiment au dernier moment du processus. Cette étiqueteuse automatique est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Grâce à une série de capteurs et d'une balance pour peser les colis, elle permet d'assurer aussi le dernier contrôle qualité avant l'expédition. Typiquement, on connaît chaque poids des articles grâce au fait qu'on les a enregistrés à leur arrivée chez Amazon. Du coup, dans chaque colis, on est capable de définir un poids et on va regarder si le colis est dans cette tolérance, une tolérance de plus ou moins quelques grammes. Et typiquement, si le colis n'est pas dans cette tolérance-là, on va l'éjecter parce qu'on va se dire qu'il y a potentiellement les mauvais articles, potentiellement des articles en trop ou en moins. Une fois ce dernier contrôle effectué, l'étiquette contenant les informations personnelles du client est attribuée à la bonne commande. L'idée, typiquement, c'est de ne pas abîmer le colis. Ou typiquement, si on a des articles fragiles, si on venait, on va dire, aplatir cette étiquette, on a de grandes chances de potentiellement abîmer les articles qui sont à l'intérieur. Quand on vient souffler, on vient donner une pression assez forte pour être sûr que l'étiquette colle bien sur le colis, sans à la fois endommager l'article. La technologie utilisée ici est probablement la plus avancée pour ce type d'opération. Mais avec des emballages moins standardisés, qui évoluent vers plus de sobriété, le modèle devient perfectible. Aujourd'hui, la machine, elle marche très bien pour le gros carton qui est très plat. Elle marche un peu moins bien avec les produits qui sont expédiés en papier recyclé. Elle marche moins bien avec les produits qui sont expédiés dans leur emballage d'origine. Et l'avenir, c'est d'avoir une machine qui est capable d'adapter sa taille d'étiquette d'expédition au colis et qui est capable d'adapter sa façon de coller au colis également. C'est à nouveau depuis le laboratoire italien de Vercelli qu'une solution au problème a été étudiée. Encore en phase de test, cette étiqueteuse 2.0 permet, entre autres, d'apposer automatiquement des étiquettes sur des emballages de forme aléatoire. Le colis est d'abord placé dans cette boîte qui utilise des caméras spéciales dotées d'un système d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle capable d'identifier la forme exacte du colis ou du produit et de déterminer la zone plane du colis sur laquelle nous pouvons apposer une étiquette afin d'éviter les plis. Ces informations sont ensuite transmises à un bras robotisé qui se trouve ici, qui prélève une étiquette sur une tête d'impression et qui l'applique automatiquement sur la zone plane du colis.
De plus, l'étiquette n'est plus soufflée, mais pressée légèrement sur le colis pour une meilleure adhérence. La machine automatise non seulement le placement des étiquettes, mais adapte aussi sa taille au produit. Une petite étiquette pour un petit colis et une grande étiquette pour un grand colis. Comme celui-là, l'avantage est que, auparavant, nous devions mettre ce produit dans un sac ou une boîte plus grande afin d'avoir suffisamment d'espace pour apposer l'étiquette. Désormais, nous pouvons apposer une petite étiquette directement sur les produits, ce qui nous évite d'avoir recours à un emballage Amazon supplémentaire et nous permet de réduire les déchets et les matériaux d'emballage. Une nouvelle invention hyper technologique qui pourrait très bientôt se répandre dans tous les sites de distribution pour toujours plus d'efficacité. L'innovation chez Amazon est partout. Elle ne concerne pas seulement le développement de nouvelles techniques d'automatisation ou de robotique, mais d'une façon surprenante, l'intelligence artificielle aide aussi à prévenir les pannes. On va pouvoir capter des vibrations, capter de la chaleur, capter du bruit et un certain nombre d'autres signaux qu'on appelle des signaux faibles au sein de l'entrepôt, et savoir, vu qu'on opère plus de 700 entrepôts à travers le monde, commencer à apprendre et à savoir que tel type de vibration sur tel type de moteur veut dire que dans les 2 semaines qui viennent, il y aura probablement une panne. Et ça permet à nos équipes de maintenance très facilement d'identifier quelles sont les interventions qu'ils doivent faire avant même que la panne ne vienne à se déclarer. C'est ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, rendue possible grâce à des monitrons développés là encore par le géant américain. On a, par exemple, je peux vous montrer là, on a les monitrons. Et ces petits appareils-là, ils sont minuscules, mais ils sont bien utiles. Et ce petit appareil mesure la température et les vibrations. Ils envoient des informations toutes les heures, et c'est nos oreilles. Et on a des alertes qui sont émises par les ordinateurs. Et on sait, celui-là, il faudra aller voir. Le seuil de température un peu haute, ou le seuil de fréquence est un peu déréglé. Sur le site de Metz, tels des sentinelles, des centaines de ces monitrons remontent des informations sur les équipements en permanence. Leur seul point faible, c'est qu'on ne peut les installer que sur des organes fixes. Par exemple, pour une bande transporteuse, où là on voudrait aussi mesurer un échauffement, là on a un peu plus de problèmes. Cette technologie ne va pas du tout. Donc on a un autre choix, et comme vous pouvez le voir là-bas, en fait, c'est des caméras thermiques. Donc sur le même principe que les monitrons, mais on filme. On filme en permanence. Et on va filmer des températures de tapis. La procédure permet d'identifier des défauts sur un roulement qui serait abîmé ou sur un tapis roulant qui frotterait sur les côtés. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc là, on surveille chaque zone avec des valeurs différentes d'un convoyeur à l'autre. Par exemple, celui-ci, on dit « Ah bah tiens, celui-là, il faut faire attention, 40 degrés. Celui-là, attention, c'est pas la même technologie. Il faut s'alerter autour de 35 degrés. » Et l'avantage avec ça, c'est que quand tu as une alarme de température, tout est enregistré, on est capable de voir les replays des défauts et des alarmes de température. La maintenance prédictive permet d'anticiper des casses ou des pannes sur le maximum de pièces possibles. Telle une mécanique d'horlogerie bien huilée, la moindre immobilisation sur les 23 km de convoyeur, et c'est toute la logistique qui pourrait être impactée. Au 2e étage de l'entrepôt se prépare une commande très spéciale. Celle de la famille d'Oscar et de ses parents. Un gaufrier aux formes d'animaux pour le goûter et un saxophone pour jouer de la musique. Après être sortis des étagères, les 2 articles rejoignent les étapes de l'emballage et de l'étiquetage. Dans la commande, cependant, il manque un article. C'est le livre d'histoire. Ok, ça te plairait ça, Oscar? Oh là là, c'est quoi ça? On prend? Allez. Il partira d'un autre endroit
car il n'existe aucun stock pour celui-ci. Il est imprimé seulement lorsqu'il est commandé. Direction le site de Brétigny-sur-Orge, à 40 km de Paris. C'est au cœur du premier entrepôt robotisé de France, inauguré en 2019, que se trouve la seule imprimerie d'Amazon sur le territoire. Elle accueille la cellule Print on Demand. La cellule Print on Demand permet aux auteurs d'imprimer leurs livres à la demande. C'est-à-dire qu'un client commande un bouquin, un livre, et nous imprimons uniquement ce livre-là. Nous n'avons pas besoin de stock sur le site et on est capable d'expédier, Amazon est capable d'expédier ce livre-là directement dans un coup. Ici, pas besoin d'un éditeur. Tous les auteurs peuvent être publiés. À leur disposition, 13 imprimantes offrent une qualité de travail identique à celle d'une imprimerie traditionnelle. Parmi elles, il y en a 2 qui sont dédiées à la couleur. C'est sur l'une d'elles qu'est imprimé le livre d'Oscar. En sortie de machine, il faut encore découper et assembler les pages du livre. Là encore, les convoyeurs sont partout. Ils emmènent le livre inachevé vers sa prochaine étape. Les couvertures des livres sont imprimées sur des machines spécifiques. Elles reçoivent ensuite un film plastique, mat ou brillant pour les protéger. Une fois les pages et la couverture associées, elles sont envoyées à l'encollage. C'est là où on va assembler le livre avec la bonne couverture. Et pour cela, nous avons des machines dédiées qui se trouvent juste derrière moi, où on va pouvoir y apposer de la colle à 160 degrés pour que le livre fini tienne. À ce stade, le livre est quasiment terminé, mais il reste une étape importante car la couverture du livre est encore bien trop grande par rapport à la taille des pages. En fait, vous voyez, il y a un jeu de pinces qui va prendre le livre d'une position à une autre. Et sur ces 3 positions-là, vous avez 3 lames qui vont couper de façon horizontale, donc les 2 côtés du livre, et en longueur, vous aurez une lame qui va le mettre au bon format. Une fois l'excédent de la couverture découpé, le livre rejoint la file d'attente des centaines d'exemplaires à expédier. Voilà le produit, un produit terminé, avec des pages qui ont été imprimées, découpées, la couverture qui a été assemblée. Et vous pouvez voir, chacun des livres est marqué « Printed in France by Amazon Brétigny-sur-Orge ». Créé en 2006 aux États-Unis et en 2023 en France, le service d'impression à la demande, où on imprime aussi bien des histoires pour enfants que des mots croisés ou les mémoires d'un aïeul, fait la fierté de toutes les équipes et consolide l'attachement de la marque pour les livres. On a démarré par le livre, on a beaucoup de livres en stock. Chaque mois, on expédie environ 300 000 titres différents. 300 000 titres différents en France, chaque mois. Et quand je dis 300 000 titres, je ne dis pas 300 000 unités, je dis 300 000 titres différents. Hein. Et on est fondamentalement des amoureux de la lecture et de ce que ça représente. Pour être au plus près de ses clients et les livrer toujours plus vite, le géant du commerce électronique mondial ne cesse de se développer et multiplie ses centres de distribution. En Rhône-Alpes, un nouveau site robotisé est en train de sortir de terre. Lys 2, c'est son nom, se trouve à Colombier-Saunieux, en face de l'aéroport Saint-Exupéry, près de Lyon. Sur un terrain de 21 hectares, la construction de 160 000 m² sur 3 niveaux ressemble à s'y méprendre au site de Brétigny-sur-Orge. Amazon, effectivement, a des modèles de construction de cette plateforme qu'il fait néanmoins évoluer dans le temps, en prenant en compte
des différences de process et des différences et des leçons apprises à travers les constructions précédentes. Donc, il parle de génération de bâtiments et de génération d'équipements et de process différents. Il faut ressortir du bâtiment pour accéder aux étages. Pour l'instant, dépourvu de tout équipement, l'endroit ressemble à un gigantesque parking. On est à quelques jours de la mise à disposition de cette zone-là au process. Donc il faut imaginer que dans quelques temps, on va avoir une grille à peu près à ce niveau-là qui va délimiter la zone qu'on appelle l'airfield, où évolueront les robots, et la zone périphérique, où vont être régulièrement répartis les postes de travail. Le constructeur a eu 1 an et demi pour réaliser cette énorme structure. Un temps record. Pour tenir ses délais, il a fait appel à de la préfabrication. Là, on est sur un système constructif de charpente béton avec des dalles alvéolaires précontraintes. Ce sont des grosses dalles préfabriquées que l'on vient poser et qui ont des câbles de précontrainte qui permettent de poser ça sur des grandes portées. On a ce type de mode opératoire de préfabrication qui va vite, puisqu'on préfabrique à l'extérieur et on vient monter ça comme un Lego. Au-dessus des éléments préfabriqués, une dalle uniforme de 8 cm a été coulée. Lissée mécaniquement, elle est brute, à l'exception de certaines zones. Vous voyez déjà là un traitement un petit peu particulier qui a été réalisé pour rendre un peu plus abrasif le béton, donner un peu de grippe aux robots qui vont y circuler préférentiellement. On appelle cette zone-là des super highways, des autoroutes de robots. Et cette zone-là, préférentiellement, va être empruntée par les robots avec les racks pour les approvisionner aux différents postes de travail des opérateurs. Alors, il y a des spécificités liées à notre technologie robotique. Une des spécificités, par exemple, c'est qu'il faut que le sol soit tout à fait plat pour que nos robots puissent fonctionner dessus de façon efficace. Vous pouvez imaginer que les dalles béton ne sont pas d'un seul tenant et qu'il y a parfois des joints. Donc il y a des contraintes pour pouvoir passer ces joints sans perturber la circulation des robots. Donc effectivement, il y a pas mal de contraintes liées à notre technologie robotique. La dalle béton d'un bâtiment de 355 mètres de long et de 154 mètres de large comme celui-ci ne peut pas être d'un seul tenant. À intervalles réguliers, des joints de dilatation permettent de la préserver. Posés horizontalement et verticalement, ils se croisent pour former des blocs. Ici, il y en a 8. Donc là, on est sur un premier bloc qui va être séparé du deuxième bloc par un joint de dilatation que l'on voit ici, de 12 cm, et qui est à la fois en couverture, au niveau des poutres, sur les poteaux en dédoublement de poteaux, et également sur les sols avec un recouvrement et un traitement très particulier du joint de dilatation par un joint dit Watson qui est fabriqué aux États-Unis et qui permet l'évolution des robots sans risque. Avec un peu d'imagination, on peut déjà sentir l'effervescence qu'abritera ce nouveau site robotisé. Il viendra renforcer la présence d'Amazon dans le quart sud-est de la France et compléter un réseau déjà très dynamique. Comme sur le site de Metz, où l'activité bat son plein. Ici, jusqu'à 500 000 colis peuvent quitter les entrepôts tous les jours. Les convoyeurs les ventilent automatiquement vers leur destination. Au niveau 1, le département de l'expédition ressemble à un terminal d'aéroport. Ici aussi, la logistique est extrêmement bien rodée. On arrive à la dernière étape du process. C'est l'endroit où, une fois qu'on a emballé les colis, qu'on a collé l'étiquette d'expédition, on va les trier en fonction des à peu près 200 destinations vers lesquelles ils peuvent partir. Donc on a ces colis, ils font le tour du site. Ensuite, on va les assigner dans des palettes comme celle-ci. Après, on stocke ces palettes sur les quais. Et après, en fonction des départs de la journée, on va avoir différents camions.
La zone d'expédition du site de Metz s'étend à tout le nord-est de la France, jusqu'à Paris et à Lyon. Mais elle concerne aussi la Belgique, le Luxembourg et l'ouest de l'Allemagne. Sur les 66 quais de l'entrepôt, 45 sont réservés aux expéditions. Aujourd'hui, en expédition, on est à peu près sur une centaine de camions par jour. Et puis, ça varie en fonction des horaires de la journée. Il faut savoir que le flux expédition, il est principalement de 16h de l'après-midi à 4h du matin. Aucun des colis qui quittent le site n'est envoyé au client directement. Toutes les commandes passent par des agences de livraison. Et après, il y a deux types de destinations. On va dire soit les destinations Amazon. Donc là, on va envoyer ça à un autre site Amazon qui va, lui, le trier et l'envoyer vers le client final. Soit on l'envoie vers un de nos partenaires. Ça peut être La Poste, Chronopost, DHL ou tout autre. Pour voir à quoi ressemble la logistique d'une des 26 agences de livraison Amazon, direction Villeneuve-la-Garenne, en région parisienne. Le rôle de cette agence est d'accueillir les camions en provenance des différents sites de toute la France pour assurer les livraisons dans sa zone de couverture qui correspond à un grand quart nord-ouest de la région parisienne. Les derniers kilomètres des commandes passées se planifient ici chaque jour par 150 employés. Une fois que le colis a été préparé dans les centres de distribution, et c'est pas fini, il faut encore l'amener à notre client. Et c'est le rôle de cette agence de livraison. C'est la dernière étape du colis dans la logistique d'Amazon. Ça va être de recevoir ce colis, de le trier pour en faire des tournées de livraison à destination des chauffeurs-livreurs. Un travail qui se fait essentiellement la nuit. Donc, on va recevoir en moyenne une vingtaine de camions par jour. Les premiers vont arriver en fin d'après-midi, vers 17h. Et on va les recevoir jusqu'à... Le dernier va arriver vers 7h du matin. Et donc, toute cette chaîne-là permet à nos clients de commander toujours plus tard, puisque des camions que je vais recevoir à 7h du matin auront des colis qui seront livrés le jour même à nos clients. À ce stade, tout est encore en vrac. Alors, une fois que les colis sont arrivés, on les amène dans la zone de réception qui est devant toute notre automatisation. Et c'est là où les colis vont être réceptionnés pour être triés ensuite. Pour ne pas perdre de temps, et plutôt que d'aller les récupérer un à un dans les palettes, tous les colis sont d'abord basculés directement sur le tapis roulant. Première étape, il faut les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire étiquette d'expédition vers le haut, pour être reconnus par les portiques. Ces portiques vont scanner le colis. Une fois que le colis est scanné, l'outil informatique comprend que le colis est bien arrivé sur ce site et va ensuite donner l'information à toute l'automatisation derrière vers quel sac le colis doit être amené. Une fois reconnu, pour l'emmener vers le bon sac de livraison, le système lui délivre une étiquette de destination. Tous les colis ne sont pas basculés pour être triés. Pour certains produits fragiles ou liquides, comme de la lessive, ils continuent d'être transférés à la main sur le tapis roulant. Bien identifiés, tous les articles empruntent maintenant les convoyeurs vers l'adresse qui leur a été assignée. Pour cette étape, l'automatisation joue encore un grand rôle. Ici, c'est un endroit dont on est très fiers. C'est la dernière innovation dans nos agences de livraison. Le nom de code, c'est la Matrix. Et donc, le rôle de cette automatisation va être, une fois le colis réceptionné, de l'envoyer sur le bon tapis roulant pour que, derrière, le colis soit emmené vers le bon sac qui sera donné au chauffeur-livreur. Selon sa destination, le colis emprunte l'un des 4 convoyeurs de l'agence de distribution. Ils irriguent d'innombrables allées d'étagères. Des allées qui correspondent à des zones géographiques. Une fois en face de la bonne allée, le colis est dirigé vers une chute.
pour se repérer, eh bien, tu vois que la fameuse étiquette jaune qu'on a posée tout à l'heure en réception, eh ben, il y a l'adresse du sac qui est dans cette allée. Par exemple, là, on voit que c'est B, on est bien sur l'allée B. 49, c'est bien 49. Et le sac, c'est le 2H. Et donc, ce colis va être déposé dans le sac 2H. Comme pour le site de Metz, l'opératrice en charge de son allée est assistée dans sa tâche. Une fois scanné, une lumière lui indique dans quel sac déposer le colis. Quand tous les colis ont été correctement répartis dans les sacs, ils sont regroupés en tournée pour les livreurs. Chaque chariot correspond aux articles qu'il aura à livrer dans la journée. Notre mission s'arrête ici. Une fois que les tournées sont prêtes, on n'a pas de chauffeur Amazon et donc c'est des entreprises sous-traitantes. On travaille avec 10 entreprises sous-traitantes sur ce site de Villeneuve-la-Garenne. Et donc c'est les chauffeurs-livreurs de ces entreprises sous-traitantes qui vont prendre en charge les tournées pour les livrer aux clients. Dans un ballet très bien orchestré, à la discipline quasi militaire, 350 camionnettes de livraison se présentent à l'heure de rendez-vous sur le parking de chargement appelé le Yard. C'est ici où les vannes vont arriver pour venir charger leur tournée. Donc on a derrière nous un yard de 60 places. Les vannes vont arriver en vague toutes les 20 minutes. Les chauffeurs vont s'arrêter sur le yard, descendre de leur véhicule pour aller récupérer leur tournée, la charger et repartir. Toutes les 20 minutes, une nouvelle vague de chauffeurs arrive. Il y en aura 9 au total. Pour eux, tout doit aller très vite. Afin de les accompagner dans leurs tâches, ils ont accès à un logiciel de livraison développé spécialement. Les chauffeurs, ils n'ont pas besoin de retrier quoi que ce soit. Quand les chauffeurs arrivent sur la plateforme de Villeneuve-la-Garenne, ils vont se connecter à l'application Amazon et ils vont pouvoir venir récupérer leur tournée à un endroit de parking qui a été désigné par le système informatique d'Amazon. Chaque livreur prendra en charge 9 sacs. Rien n'est laissé au hasard, même le chargement. Dans un souci d'efficacité, le premier sac à rentrer dans la camionnette correspond au dernier sac qui sera livré. Tout est pensé pour aider le chauffeur dans sa mission, même son itinéraire. Les tournées de livraison, elles sont calculées avec un algorithme alimenté par de l'intelligence artificielle et du machine learning. C'est un peu notre recette du Coca-Cola à nous. C'est là où beaucoup d'intelligence a été mise. Cet algorithme est bien sûr secret, mais il nous permet d'optimiser nos tournées de manière à toujours s'assurer que les chauffeurs-livreurs travaillent en sécurité, qu'ils aient des tournées qui soient raisonnables, mais également qu'elles soient le plus optimisées possible pour livrer un maximum de nos clients dans les temps. Pour livrer tous les colis dont ils ont la charge, chaque chauffeur s'arrêtera à une centaine d'adresses. C'est quoi ça, Oscar? Tu prends? Parmi elles, celle d'Oscar et de ses parents. Allez. Oh là là! Ah oui, t'as vu le saxophone, toi, hein? Oh, il est prêt à l'emploi. L'innovation n'est pas un objectif, c'est un chemin. L'innovation chez Amazon ne s'arrêtera jamais. On continuera à innover tant qu'on existera pour justement avoir cette capacité à répondre aux besoins de nos clients, voire même à anticiper les besoins de nos clients. Oh, waouh! C'est des histoires qu'on a commandées, ça, Oscar. Et une partie aussi innovée au service de nos clients pour être capable de toujours proposer une sélection encore plus vaste, des prix toujours plus compétitifs et être capable d'améliorer encore ce temps de livraison, être capable de passer de le jour suivant, livraison en 24 heures, à livraison le jour même. Oh là là, il est beau celui-ci. Là. Bah attends, Lou. Non, mais je le tourne Ouais. du sens. C'est bon. On utilise l'intelligence artificielle depuis très longtemps. On appelait ça des large language models, des LLM ou des machine learning models. Ah. Excusez-moi, je vais... Un moment, allô?
Oui, vous pouvez mettre derrière la palissade? Ok? Merci, monsieur. Hein. Excusez-moi, c'était le livreur. Je l'ai pas fait exprès, hein. Entre les murs des forteresses robotisées, là où l'algorithme est roi, des millions d'objets circulent jour et nuit avant même d'être désirés. Ils patientent qu'un clic lointain leur donne une nouvelle destination. Rien ne semble pouvoir stopper cette nouvelle façon de consommer. Au cœur de toute cette mécanique subsiste pourtant une question, celle de nos choix. Ces entrepôts du 21e siècle sont aussi des miroirs qui reflètent notre impatience, notre désir d'immédiateté, notre manière d'habiter le monde. Les entrepôts robotisés d'Amazon ne racontent pas seulement le commerce électronique d'aujourd'hui, ils racontent aussi un peu la société que nous construisons, colis après colis.